Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux pour assister à cette avant-dernière conférence de l'année universitaire consacrée donc aujourd'hui à l'Iran et intitulée « De la révolution de 1979 au mouvement Femmes, Vie, Liberté ». Et donc nous accueillons aujourd'hui Marie Ladier-Fouladi, l'une des grandes spécialistes de l'Iran. Alors avant toute chose, Marie, je tiens vraiment à vous remercier très sincèrement d'avoir accepté cette invitation. Je vais vous présenter rapidement, comme je le fais à chaque fois, pour que c'est important que vous puissiez aussi situer au fond les conférencières et les conférenciers. Donc Marie, vous êtes directrice de recherche honoraire au CNRS, enfin honoraire depuis peu. Vous êtes sociologue et démographe et vous vous intéressez donc tout particulièrement à la société iranienne. Alors la démographie, j'en dis juste un mot et j'ai repris la définition de l'INED. L'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques. Et la démographie, c'est une discipline scientifique qui a pour objet l'étude et la connaissance des populations, c'est-à-dire leur effectif, le nombre, leur composition par âge, par sexe, par statut matrimonial, toute fécondité. Et au fond, cette discipline utilise les statistiques fournies par les recensements et par l'état civil. Alors, vous êtes, vous, l'auteur de plusieurs ouvrages, et notamment, alors j'en citerai trois, il y en a, je ne peux pas citer tous les ouvrages de Marie, j'en citerai trois uniquement. La République islamique d'Iran vue de l'intérieur, publié en 2020 aux éditions du Croquant. Iran, un monde de paradoxes au pluriel, publié aux éditions La Talente en 2010, et Population et politique en Iran, de la monarchie à la République islamique, publié en 2003 dans les cahiers donc, de l'INED que j'évoquais tout à l'heure, l'Institut national d'études démographiques. Alors, la liste des ouvrages n'est pas exhaustive. Vous avez également dirigé plusieurs ouvrages collectifs et publié de très nombreux articles et dossiers, notamment, pas seulement, dans la revue de l'INED. Vos recherches, quelques mots sur vos recherches, l'objet de vos recherches portent sur les rapports entre les évolutions démographiques et les évolutions, on va dire, sociopolitiques en Iran, c'est-à-dire sur les conséquences, les effets, les incidences des transformations donc, de la composition démographique de la société iranienne sur les changements politiques et sociaux. Dans quelle mesure, au fond, les transformations, les évolutions de la composition démographique influent, si vous voulez, sur les transformations sociopolitiques. Je crois que c'est un peu ça la question, ce qui est un peu au centre de vos travaux. Donc, au fond, ces évolutions démographiques induisent-elles des évolutions sociopolitiques? Et si oui, lesquelles? Vous nous en parlerez. Alors, l'Iran est régulièrement au centre de l'actualité, mais essentiellement sous l'angle des relations internationales, de son influence ou de sa perte d'influence sur la région. La région, c'est le Moyen-Orient. Mais de l'Iran de l'intérieur, de la société iranienne, nous ignorons tout, ou presque. Et pourtant, cette société a fait éruption sur nos écrans, à toutes et tous, sur la scène internationale en 2022, avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, déclenché à la suite de l'assassinat d'une jeune femme par la police des mœurs. Alors, que s'est-il passé en Iran en 1979 ? Qu'est-ce que la révolution iranienne ? La révolution de 1979. Moi, j'avais 11 ans à l'époque. Je me souviens que mes parents regardaient la télévision et la prise d'otages à l'ambassade de Téhéran, les otages américains. Et puis, donc, qu'est-ce qui s'est passé en 1979 ? Et puis, au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, parce qu'on a parlé de révolution, puis c'est devenu une révolution islamique, bon, voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé de cette révolution de 1979 au mouvement Femmes, Vie, Liberté,
Et donc, Marie, c'est à vous de nous le dire. Merci. Merci Isabelle pour l'invitation et pour cette présentation. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous voir aussi nombreux assister à cette séance. Je suppose qu'en fait vous avez entendu parler donc de mouvement Femmes, Vie, Liberté qui a commencé le 16 septembre 2022 en Iran. Il faut savoir qu'en fait c'était pas la première fois que les femmes en particulier et de manière générale les Iraniens s'opposaient au régime théocratique en place en Iran qui s'appelle la République islamique d'Iran. Mais le mouvement Femmes, Vie, Liberté a cette particularité qu'en fait, en très peu de temps, s'est transformé en fait à une insurrection, un soulèvement insurrectionnel et qui se caractérise surtout par son sécularisme. C'est-à-dire qu'en fait, un sécularisme qui se voit comme une force culturelle qui cherche à garantir la liberté individuelle face à un régime théocratique fondé sur la souveraineté divine. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, il faut me demander pour que je donne plus d'explications. Peut-être un mot juste par rapport à ce que je viens de dire. La République islamique d'Iran peut vous paraître un peu peut-être paradoxal. Il y a d'abord la République et de l'autre côté vous avez islamique. C'est parce qu'en fait le système de la République islamique en Iran est fondé sur une double souveraineté. Souveraineté populaire, ce qui explique en fait le côté républicanisme entre guillemets, et islamique, c'est la souveraineté divine. Mais dans ce système de la République islamique, c'est en fait ce qu'on appelle en Iran le guide, qui est un clergé, qui est un religieux, qui a le dernier mot à dire. Il a, suivant la constitution de la République islamique, est le guide suprême du pays. Et selon cette constitution, on peut le considérer comme le chef de l'État. En fait, donc, du coup, quand il y a des élections présidentielles en Iran, on élit le président de la République. Mais si vous voulez, d'après la Constitution, ce président de la République, pour simplifier un peu la chose, c'est comme son travail, sa mission, c'est comme la mission d'un premier ministre. Il est administrateur. Il obéit en fait aux ordres du guide suprême. Je ferme les parenthèses. Si vous voulez, après on revient pendant les discussions. Alors, comme je disais, le mouvement Femmes, Vie, Liberté, que je préfère plutôt de dire le soulèvement, n'est pas la première fois qu'en fait les Iraniens s'opposaient au régime théocratique, mais simplement ce soulèvement a réussi en laps de temps très court à mettre en cause la légitimité de ce régime théocratique. Et de ce point de vue-là, qu'en fait, il devient beaucoup plus intéressant. Mais si on remonte un peu dans le temps, en 1979, c'est qu'en fait, dès le départ, au moment de l'instauration de la République islamique en Iran, je dois peut-être vous rappeler qu'avant, il y avait un régime monarchique en Iran, dirigé par la dynastie des Pahlavis. Et entre 1978 et 1979, il y a eu des journées révolutionnaires qui ont fini par mettre en échec le régime monarchique. Et au cours de processus révolutionnaire, ce sont des religieux qui ont pris le pouvoir
et ont réussi à instaurer la République islamique en Iran. Et dès les premières semaines même arrivés au pouvoir, les islamistes ont cherché vraiment en fait, on adoptait plutôt une stratégie d'invisibilisation des femmes à travers leur corps. Le premier guide suprême en Iran, il s'appelait Ayatollah Khomeini, et c'est à travers ce discours qu'en fait il a commencé à attaquer les femmes en disant qu'en fait, puisqu'il y a un changement de régime en Iran, il faut qu'on donne une visibilité à ce changement, à ce régime. Et donc, c'est à travers l'imposition de port de voile islamique des femmes qu'on voulait montrer au monde entier qu'il y a un changement. Et donc, si vous voulez, le régime a cherché tout de suite à s'approprier le corps des femmes pour marquer, en fait, montrer sa détermination. Et de ce point de vue-là, qu'en fait, le voile islamique en Iran est un enjeu de pouvoir, si vous voulez. Et je reviendrai en expliquant le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Alors, dès le départ également, il faut savoir que les femmes ne se sont pas laissées faire et donc on réagit assez régulièrement à l'ensemble des mesures que l'État islamique, le régime théocratique essayait de mettre en place pour toujours contrôler la société à travers toujours et par le corps des femmes. La première fois, si je remonte dans le temps, date du 8 mars 1979. C'est-à-dire qu'en fait, à peine quelques semaines après arriver au pouvoir des islamistes, la révolution iranienne, qu'à mon sens on appelle à tort la révolution islamique, a eu lieu le 11 février 1979. C'est au moment où, en fait, on a déclaré l'échec de la monarchie et l'arrivée au pouvoir des islamistes. Et donc, on va fêter dans quelques jours ces 46e année de l'anniversaire de cette révolution. Et donc, le 7 mars 1979, c'est à peine quelques semaines, 24 heures plutôt, 24 jours après le renversement de la monarchie, que lors d'un entretien, Khomeini a déclaré qu'en fait, justement, pour donner une image de changement de régime en Iran, il faut que les femmes portent le voile islamique au moins dans les établissements publics là où elles travaillent. Alors que le régime monarchique non plus n'était pas vraiment une démocratie et qui interdisait toute manifestation pour célébrer la journée internationale des femmes qu'on célèbre normalement les 8 mars de tous les ans. Et les femmes iraniennes qui avaient envisagé justement d'organiser une manifestation pour le 8 mars 1979 pour célébrer pour la première fois la journée internationale des femmes en Iran, ont transformé justement cette célébration en une manifestation de rue de contestation contre le discours de Khomeini et en scandant plusieurs slogans, mais dont peut-être le plus important que j'ai retenu était la liberté n'est ni de l'Ouest ni de l'Ouest, elle est universelle. Pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, le régime islamique, au moment où les islamistes sont arrivés au pouvoir, il disait qu'il s'agissait d'un régime indépendant. Et vous êtes très jeune, vous ne connaissez pas en fait peut-être la période de la guerre froide. À cette période-là, on était en pleine guerre froide, donc le monde était divisé entre deux blocs, l'Est et l'Ouest.
l'Est était sous le contrôle de l'Union soviétique et l'Ouest sous le contrôle plutôt des Occidentaux, de l'Europe occidentale et puis des Américains. Et donc, du coup, quand les femmes iraniennes disaient que la liberté n'est ni de l'Est ni de l'Ouest, et en fait, elle faisait allusion à cette division de deux mondes en disant qu'en fait la liberté est universelle. Alors, cette protestation et cette contestation des femmes contre le porte-voile islamique a poursuivi pendant quand même un certain temps, jusqu'en 1983 si vous voulez, et au moment où j'entre pas dans le détail pour vous donner le contexte. Simplement, je rappelle qu'en septembre 1980 se déclenche une guerre entre l'Iran et l'Irak, qui est le pays voisin. Et donc, du coup, il y a énormément des jeunes qui ont été mobilisés pour aller faire la guerre. Et donc, la République islamique a profité de ce contexte de guerre en disant qu'en fait, les femmes doivent, pour le respect des martyrs, absolument porter le voile et donc de montrer qu'en fait, ils sont respectueux par rapport à ces morts. Mais donc, c'est entre 1980 et 1983 également, votre professeur a parlé de prise d'otages du personnel d'ambassade des États-Unis à Téhéran, qui a eu lieu en novembre 1979. Et donc, il y a eu vraiment un contexte de tension entre l'Iran et le monde occidental, et que à l'intérieur du pays, il y avait plusieurs groupes d'opposition, surtout constitués des groupes de gauche, si vous voulez, de toutes les tendances maoïstes, trotskistes, léninistes, stalinistes, tout ce que vous voulez. Également, il y avait des libéraux, des démocrates qui n'ont pas été considérés comme islamistes, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas adhéré à l'idéologie ni aux idées de la République islamique que définissait le guide à cette période-là, c'était Khomeini. Et donc, entre 1980 et 1983, donc, le régime a réussi effectivement à les expulser ou à les emprisonner, à les arrêter ou à les faire fuir du pays pour chercher l'exil ailleurs. Donc, l'espace public était assez sous le contrôle du régime. Ils ont gagné également plusieurs étapes dans la guerre contre l'Irak, et c'est à ce moment-là, au moment où le régime se sentait vraiment très fort, qui a passé, pas dans le code civil, mais dans le code pénal de la République islamique, l'imposition de porte-voile islamique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt inversement, on comprend que c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un délit si une femme iranienne ne porte pas le voile islamique, elle est condamnée à 72 coups de fouet et 10 jours, entre 10 jours et 2 mois d'emprisonnement. Et donc, c'est comme ça qu'on comprend qu'en fait, le porte-voile en Iran devient obligatoire. Et ça, pour l'ensemble des femmes, quelle que soit leur religion, leur opinion, leur âge, les jeunes filles, les petites filles à partir de 6 ans, au moment où elles entraient à l'école primaire, devaient porter le voile islamique. Alors, donc, c'était vraiment, c'est un signe très très fort pour montrer qu'effectivement le régime comptait à s'approprier le corps des femmes pour contrôler l'ensemble de la société. Alors,
c'est à partir de ce moment-là, en 1983, au moment où ce code a été approuvé, que les femmes ont commencé à résister en ne portant pas de manière vraiment appropriée ce voile islamique. Alors je dois vous expliquer, le voile islamique en Iran consiste à porter quelque chose comme une capuche qui couvre vraiment les épaules. Il faut vraiment juste montrer le visage, porter une tunique longue qu'on appelle le manteau islamique avec un pantalon large. Donc il ne faut pas qu'on voit le corps de la femme et ni le cou ni les épaules. Et pour les petites filles c'est exactement la même chose. Donc il faut qu'en fait on couvre le corps de femme que le corps de femme ne se voit pas. Et donc en ne pas respectant ce code vestimentaire, que les femmes ont commencé à résister à cette imposition de porte-voile et on voit émerger justement un phénomène qu'on appelle en Iran bad hijabi, c'est mauvais voile. Donc on voit que les femmes, par exemple, laissaient un peu tomber, au lieu de porter le capuche, mettaient un foulard et le foulard tombait un peu derrière, on voyait un peu les mèches, et puis après le capuche montait, on voyait un peu le cou, on voyait un peu les épaules. Donc ça commence un peu vraiment petit à petit justement à ne pas respecter cette loi, et comme vous voyez, ça continue depuis justement 83 pour arriver en septembre 2022 au moment où Mahsa Jina Amini, une jeune kurde de 22 ans qui était en visite à Téhéran, elle a été arrêtée par les polices de Morse et sous prétexte qu'en fait elle portait pas de manière appropriée son voile, éventuellement il y avait le foulard qui tombait ou éventuellement les mèches qui sortaient. Et au moment de son arrestation, apparemment, elle a reçu un coup sur la tête et 2 jours après, en fait, elle tombe au moment où elle est. On voit le film, en fait, la caméra du centre où elle était détenue montre bien qu'en fait, elle est en train de parler et donc elle tombe dans le coma et 2 jours après, elle décède. Alors, le moment de l'enterrement de Mahsa Jina Amini en Kurdistan, c'est la ville, dans sa ville natale, Saqqez, les Kurdes commencent à scander justement le slogan « Femme, vie, liberté ». Qui en kurde c'est Jiyan Azadi, que je dois peut-être vous préciser que ce slogan vient plutôt de la part en fait qui a été plutôt pensé par Abdullah Öcalan, qui est le chef de parti kurde de Kurdistan de la Turquie, qui était en prison. Et donc, à un moment donné, il avait pensé à cette idée pour donner plus de pouvoir aux femmes au sein de son organisation. Ce slogan, puisqu'en fait il était en prison, donc ce slogan voyage vers la Syrie au moment où les Kurdes en Syrie commencent à se battre contre l'État islamique Daesh. Et ce sont surtout des femmes kurdes, les combattantes kurdes qui commencent vraiment à s'opposer à cet État islamique et commencent justement à scander ce slogan « Femme, vie, liberté, Jiyan Azadi ». Et donc depuis, ce slogan a voyagé à travers la Syrie vers l'Irak, parce que le Kurdistan, vous devez peut-être savoir, le Kurdistan est divisé entre 4 pays, l'Iran, l'Irak, la Turquie et la Syrie. Donc à travers le Kurdistan d'Irak arrive en Kurdistan d'Iran, et donc dans plusieurs manifestations dans le Kurdistan d'Iran,
ont scandé ce slogan. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce slogan « Femme, vie, liberté » parlait tellement à l'ensemble des Iraniens de manière générale, kurdes ou pas kurdes, que tout de suite après, le slogan arrive à Téhéran et l'ensemble des manifestants qui étaient constitués des jeunes, peut-être même plus jeunes que vous, entre 12 ans et 20 ans, qui ont commencé vraiment à s'approprier de ce slogan en disant, en scandant Femme, vie, liberté tous les jours dans les manifestations. Il y a un point que j'aimerais, avant d'aller plus loin, un point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en fait, peut-être à tort, on a compris qu'en fait le mouvement Femme, vie, liberté en Iran, c'était juste un mouvement des femmes qui protestaient contre le porte-voile. C'est vraiment très réducteur par rapport à ce qui se passe en Iran et par rapport à ce que l'ensemble des Iraniennes et Iraniens revendiquaient à travers ce slogan. C'est effectivement, c'est parce qu'en fait la police de Moscou a tué une jeune femme parce qu'elle ne portait pas correctement son voile islamique. Mais le slogan « Femme de liberté » veut dire beaucoup plus que ça, beaucoup plus que en fait juste une contestation pour ne pas porter le voile. Et j'insiste parce qu'en fait, en France, je ne sais pas ailleurs, mais en France, ça a donné lieu à une querelle, une discussion entre différents groupes politiques au sein du Parlement français ou même dans l'espace public français, parce qu'il y a certains groupes ou partis qui sont plutôt contre le porte-voile de manière générale en France, qui ont profité justement de ce mouvement pour dire que vous voyez, dans un pays islamique, les femmes ne veulent pas de voile, donc il faut vraiment interdire. Et de l'autre côté, une autre partie qu'on désigne comme de gauche ou extrême gauche, comme vous voulez, moi je n'entre pas dans le détail pour le moment, qui disent qu'effectivement on est libre de porter ou ne pas porter le voile. Donc ça a même joué un rôle dans le soutien qu'ont porté les hommes et les femmes politiques par rapport à ce mouvement en Iran. Certaines étaient assez hésitants pour soutenir les femmes iraniennes parce qu'ils pensaient qu'en fait c'était parce qu'ils voulaient juste ne pas porter le voile et que c'était pas très important, alors que c'est très important parce qu'en fait, moi encore une fois, c'est pas simplement le fait qu'on cache ses cheveux qui est en jeu, c'est vraiment le corps des femmes qui est en jeu et que le pouvoir, au moins le régime islamique en Iran, est en train vraiment à toujours à essayer d'en profiter pour prendre le contrôle de l'ensemble des Iraniens de manière générale. Alors, c'est en fait la femme, vie, liberté, femme plutôt, vous savez qu'en fait, comme votre professeur a rappelé, je suis démographe, donc on sait très bien qu'en fait, dans une société, nous avons de manière générale, et grosso modo, nous avons une moitié de la population est constituée de ce qu'on peut appeler femmes et d'une autre moitié d'hommes. Donc, il n'y a pas une minorité. Les femmes ne sont pas numériquement et statistiquement une minorité. Mais les femmes sont socialement minorisées. Et c'est pour ça qu'en fait, dans le slogan « Femme, vie, liberté », femme
ne représente pas simplement ou seulement femmes, mais l'ensemble des groupes minorisés et racialisés et qui, en fait, puisqu'en fait les femmes sont également une partie importante de la société qui peut représenter l'ensemble de ces groupes, quel que soit leur genre, leur religion, leur appartenance ethnique, leur identité sexuelle, leur orientation sexuelle. Et donc, femme va beaucoup plus loin que, en fait, si vous voulez, juste cette histoire de porte-voile islamique. Vie, parce que la femme donne la vie, mais en même temps la vie contre tout ce qu'en fait le régime théocratique en Iran a essayé d'inculquer dans la tête des Iraniens, le chiisme iranien, qui est une branche de l'islam en Iran, c'est vraiment une religion de deuil. C'est vraiment, à chaque fois, on pleure ses morts, on célèbre les deuils. Jamais la fête, jamais la vie, jamais la joie. Et comme par exemple pour les voiles islamiques imposées en Iran, le régime imposait même les couleurs sombres. Noir, bleu marine et brun. Donc, quand une femme qui voulait protester justement cette loi d'imposition de voile islamique, il suffisait de porter juste un foulard rose. C'était révolutionnaire, si vous voulez. Ça peut vous paraître bizarre, mais dans un régime vraiment autoritaire, c'est quelque chose, il faut oser, et quand les femmes osent, donc c'est le régime théocratique qui commence à s'ébranler. Alors, je ferme la parenthèse pour continuer un peu l'histoire du mouvement des femmes depuis le début de l'arrivée au pouvoir des islamistes, c'est qu'en fait, donc, à part cette réaction de la part des femmes pour ne pas véritablement respecter le porte-voile islamique, ce qui me semble beaucoup plus intéressant à signaler, c'est qu'en fait, contre cette injonction religieuse idéologique des femmes, ce sont les femmes ont commencé à résister même dans leur propre corps en contrôlant leur fécondité. Et alors, au moment de l'arrivée au pouvoir des islamistes, donc à la fin du régime de monarchie, le nombre d'enfants par femme était autour de 7 enfants, en fait. Chaque femme mettait en moyenne au monde 7 enfants et quelques. Et donc, c'est une fécondité très très forte. Et après arriver au pouvoir des islamistes, pour des raisons politiques et pas pour des raisons religieuses, on a le guide suprême à cette période, c'était Khamenei, a ordonné justement qu'on enlève l'ensemble des pancartes et des affiches publicitaires dans lesquelles on voyait qu'on encourageait les femmes à contrôler leur fécondité. Faites moins d'enfants, 2 enfants mieux que en fait 4, des choses comme ça pour inciter les couples à contrôler leur fécondité. Donc il a ordonné d'enlever, donc il n'y a aucune propagande pour contrôler la fécondité en Iran, alors que les moyens contraceptifs existaient parce que, vous savez peut-être ou vous ne le savez pas, l'islam n'est pas contre l'usage des contraceptifs. Donc on pouvait utiliser ou se procurer des moyens contraceptifs pour contrôler sa fécondité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait en Iran, alors qu'il n'y a aucune propagande pour inciter les femmes à contrôler leur fécondité, les femmes commencent justement, ont décidé justement à contrôler leur fécondité
Et en l'espace d'un temps très très court, on passe de 7 enfants en moyenne par femme à 6,4 en 86, c'est-à-dire à peu près 8 ans plus tard, et puis en 2021 à 1,6 par femme. C'est-à-dire qu'en fait les femmes iraniennes aujourd'hui font moins d'enfants que les femmes françaises. Et donc c'est une transition très très rapide. En l'espace à peu près de 15 ans, la fécondité en Iran a baissé de 70%. Et ça, moi je l'explique justement par le fait qu'en fait, comme je vous ai dit au début, pendant les journées révolutionnaires qui ont commencé en novembre 1977 jusqu'au 11 février 1979, les femmes, notamment les jeunes femmes urbaines, ont massivement participé aux journées révolutionnaires aux côtés des hommes, aux côtés des jeunes hommes. Et donc, ces jeunes femmes avaient pris conscience du rôle qu'elles pouvaient jouer dans la société et dans l'espace public. Et donc, comme j'ai dit lors de manifestations de mars 1979, elles ont manifesté, la manif de 8 mars 1979, que vous pouvez d'ailleurs regarder sur Internet. Il suffit de taper manifestation 8 mars 1979 Téhéran. Vous allez voir à peu près, c'est un quart d'heure de film qui a été réalisé par le mouvement de liberté des femmes français qui sont allés quelques jours plus tôt en Iran pour justement rencontrer les femmes, et que c'est grâce en fait aux membres de ce mouvement que ce film existe, et qu'en fait on peut effectivement témoigner qu'il y a eu quand même une résistance en Iran dès le départ contre les injonctions religieuses qui prenaient pour cible les femmes, et en particulier à travers leur corps depuis le début. Donc, ces femmes-là ne voulaient pas du tout, n'étaient pas du tout disposées à ne pas contrôler leur fécondité, et contrairement à leur mère, ou peut-être même à leur sœur aînée, elles ont décidé de contrôler leur fécondité. Et très souvent, ce qui peut-être peut vous amuser, parce qu'en fait, en Iran, avant la révolution, c'est vrai que dans les grandes villes, on voyait comme la société commençait à être mixte, mais les lycées et les écoles ne sont pas mixtes. Les garçons vont dans leur école et les filles également. Donc c'est au moment où en fait ils rentrent dans l'université qu'en fait on voit une mixité. Et dans les grandes villes, il y avait quand même, ça commençait en fait à apparaître un peu cette mixité entre les jeunes. Mais c'est à travers ces mouvements, ces journées révolutionnaires, que pour la première fois, les jeunes côte à côte, les femmes, filles et garçons, manifestent tous les jours. C'était des manifestations quotidiennes, hein. C'était tous les jours. Donc, je pense qu'en fait, ces journées révolutionnaires qui ont duré pratiquement 17 mois, 18 mois, ont créé vraiment ont été vraiment le lieu de créer des liens entre ces jeunes qui se voyaient tous les jours pour une cause révolutionnaire. Donc du coup, il y a vraiment c'est le processus en fait d'une subjectivisation politique qui commence en Iran, et que ces jeunes femmes avaient un projet familial qui n'était pas du tout celui de leur mère ni de leur sœur aînée, d'avoir juste une petite famille et avoir un projet pour peut-être peut-être de 1 ou 2 enfants ou 3 enfants. Et donc du coup elles ont commencé à contrôler leur fécondité sans avoir besoin qu'en fait l'État intervienne pour les inciter à contrôler. Les conséquences de ce contrôle, c'est qu'en fait, effectivement, la famille commence à
se réduire. La taille vraiment avant, si on compte pour les femmes, pour les familles dans les villes, à peu près 5 enfants par 7 enfants. La famille comptait à peu près 7 membres. Les parents et 5 enfants, et donc du coup il y avait quand même peut-être des tensions entre les frères et sœurs. Vous avez effectivement les aînés qui peuvent imposer leur volonté aux cadets, alors qu'au moment où vous arrivez à une famille avec juste 1 ou 2 enfants, il n'y a plus de cette hiérarchie, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait à travers le contrôle de leur fécondité, donc par leur corps, les femmes créent une condition qui est vraiment très propre pour comprendre un peu la démocratie. Ce monde, en fait, cette famille restreinte, où les rapports hiérarchiques ne peut pas exister, va à l'encontre effectivement à l'ordre patriarcal qui existait déjà aussi bien dans la société, mais très prédominant au sein des familles. L'ordre patriarcal, c'est effectivement l'hégémonie hiérarchique du sexe et de l'âge qui s'impose. Pour vous dire d'une autre manière, c'est qu'en fait l'homme, qui est le père de la famille, qui est normalement plus âgé, a le pouvoir absolu dans la famille, et après l'homme, ce sont les fils aînés, et puis après les fils cadets, ensuite la femme, l'épouse, et puis après les filles. Vous voyez l'hiérarchie. Alors qu'à partir du moment où vous avez une famille restreinte, cette hiérarchie disparaît, et en fait on va vers une famille au sein de laquelle le dialogue s'installe, et au lieu de... et ce que j'ai oublié pour un peu compléter ce que je disais par rapport à l'ordre patriarcal, c'est qu'en fait, le père impose sa volonté, et les enfants doivent obéir aveuglement. Il n'y a pas de discussion. Il faut pas vraiment, on peut pas, je suis ton père, tais-toi et obéis. Alors qu'au sein d'une famille restreinte, c'est plus pareil. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'ordre patriarcal est complètement ébranlé au sein de la famille. Et ça, moi, je pense, ce que j'appelle en fait que les femmes ont continué leur révolution même après l'effondrement, le renversement de la monarchie au sein de la liberté, au sein de la famille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le lien qui se crée au sein de la famille, une sorte de, si vous voulez, une institution plutôt démocratique, va inspirer énormément aussi bien les femmes que les jeunes à transporter ce modèle dans l'espace public. Donc, nous avons, dans les années 90, une forme de demande, d'exigence, de revendication de la part des femmes et des jeunes, surtout, d'ouverture de l'espace public pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir discuter. Et donc, sur le plan politique, cela a amené à arriver au pouvoir d'une faction politique qui se disait réformiste, qui ont été dans le processus électoral, sont arrivés au pouvoir parce que justement ils disaient qu'il faut que le dialogue s'installe entre nous, entre toutes les ethnies, entre tous les cadets et les aînés, et donc c'est pour ça que les électeurs iraniens ont voté massivement pour cette faction qui se voulait réformiste. Mais bon,
une fois arrivés au pouvoir, ils n'ont pas tenu leur parole parce que, comme je disais au départ, le pouvoir absolu est celui de guide suprême. Donc, quelles que soient les promesses pendant les élections, de toute façon, à partir du moment où vous avez le pouvoir, le chef de l'État, c'est le guide et c'est lui qui décide, donc vous devez laisser de côté. Malgré cela, puisqu'en fait, l'élection de ces réformistes, notamment, je parle de Khatami, vous avez peut-être entendu parler ou pas. De toute façon, c'est quelqu'un qui était c'est un religieux qui est devenu vraiment le chef de cette faction réformiste, qui a été élu avec plus de 70% des voix exprimées pendant l'élection de 1997, et cela malgré les recommandations indirectes de guide qui avaient appelé à voter pour le candidat adverse. C'est-à-dire qu'en fait, les Iraniens n'ont pas écouté le guide. Ils sont allés voter pour quelqu'un qui n'était pas du tout recommandé par le guide. Et ça, c'était vraiment un signe très très fort pour montrer qu'effectivement les Iraniens voulaient vraiment un changement, voulaient l'ouverture de l'espace public et donc sans vraiment chercher à renverser le régime, mais de dialoguer. Alors, c'est dans ces conditions que les femmes, notamment à ce moment-là, on peut parler des féministes iraniennes qui ont commencé à profiter un peu de semi-ouverture de l'espace public et donc ont créé le mouvement qu'on appelle la campagne d'1 million de signatures. Alors, de quoi s'agit-il? C'est qu'en fait, c'est l'idée qui traversait, je pense, au Maroc et qui est arrivée en Iran. Alors, il y avait c'était pour la première fois que ces féministes ont écrit un certain nombre d'articles de code civil et de code pénal qui étaient en défaveur des femmes, en demandant de les changer. Ils ne demandaient même pas l'abrogation, c'était juste changer. Et le mouvement s'appelait Campagne de collecte d'1 million de signatures pour changer les lois discriminatoires, changement pour l'égalité. Donc, qui a pris le nom de campagne d'1 million de signatures. Et le mode opératoire de ces militants était très intéressant. D'abord, je parle des féministes, et ces féministes, pour la première fois, peut-être parce qu'on ne voit pas même en France, étaient constituées aussi bien des femmes que des hommes. Il y avait vraiment les jeunes hommes avaient compris qu'effectivement, un des moyens pour s'opposer au régime théocratique, justement, de renforcer le mouvement féministe. Alors donc, dans ce mouvement de campagne d'1 million de signatures, le mode opératoire, c'était qu'en fait, il y avait une pétition et les militants allaient dans les rues, dans les parcs, dans les lieux publics, effectivement, ou dans les taxis, par exemple, et discuter avec les gens en disant que si vous êtes d'accord, vous signez, et si vous signez la pétition, donc vous devenez membre de la campagne, vous pouvez à votre tour distribuer cette pétition pour qu'on arrive à 1 million de signatures. Alors, le gag, c'est qu'en fait, à chaque fois, les forces de l'ordre les attaquaient, les reprenaient, et les déchiraient, donc ils continuaient, donc on n'arrivait jamais à 1 million de signatures, mais si vous voulez, pour moi, c'était vraiment un prétexte pour vraiment être actif dans l'espace public et effectivement sensibiliser l'opinion publique par rapport à ces lois discriminatoires envers les femmes. Alors, en l'espace à peu près de quelques mois,
mouvement, le mouvement a pris vraiment une telle crédibilité et que les gens ont commencé à en parler et ils ont créé même leur site internet. À travers le site internet, tout le monde pouvait intervenir et donc il y avait un lieu de débat, de discussion et très très intéressant qui ont effectivement éveillé et sensibilisé encore davantage les femmes par rapport à ces lois discriminatoires. C'est 2006, c'est ça? C'est 2006, oui. Alors, après, je pense qu'en fait, ce mouvement, je dois arrêter? Non, non, c'est bon. En fait, ce mouvement était tellement important surtout parmi les jeunes femmes, en 2009, au moment où on préparait l'élection présidentielle, à cette période-là, vous avez peut-être entendu parler de Mahmoud Ahmadinejad, qui était candidat à sa propre succession pour un deuxième mandat, en fait, les candidats qui se voulaient, entre guillemets, réformistes, étaient obligés, lors de leur campagne électorale, parler des femmes, parler des revendications de ces jeunes femmes et donc de prendre en considération leurs revendications. Et donc, si vous voulez, c'était vraiment une campagne assez féministe parce que cette fois-ci, ces jeunes femmes disaient qu'en fait, en 1997, nous avons voté pour Khatami sans discussion. Et on n'a pas eu vraiment grand-chose, mais cette fois-ci, il faut que vous nous écoutiez. Donc, du coup, il y avait deux candidats face à Ahmadinejad qui ont pris en compte vraiment les revendications de ces femmes-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, au moment où les résultats de cette élection en juin 2009 a été déclaré et en proclamant la victoire de Mahmoud Ahmadinejad, à peine la déclaration des résultats que les gens sortent de la rue de manière spontanée en scandant « Où est mon vote? Où est mon vote ?» Et donc, ils ont protesté les résultats de cette élection et cela a donné lieu à l'émergence d'un mouvement qui a pris pour nom le mouvement vert. Vert parce que, je n'explique pas, mais c'est pas vert d'environnement ni écologiste. Donc, le mouvement a été vraiment réprimé, violemment réprimé. Ils ont créé vraiment des centres de détention comme ça pour emprisonner les jeunes, surtout à Téhéran, et torturer, violer même. Il y a eu vraiment des témoignages des jeunes qui ont été violés et qui après étaient rapportés. Et donc du coup, c'était plutôt pour faire taire ces jeunes. Mais si vous voulez, ils ont peut-être réussi avec la répression de faire taire un peu les jeunes, mais les revendications étaient là et qu'à chaque moment pouvait effectivement, pour un oui, un non, que les jeunes sortent de toute façon de chez eux pour demander encore plus de liberté ou contester les lois discriminatoires envers les femmes. Alors, pour aller un peu plus vite, on arrive, les femmes et les jeunes continuent encore, malgré cette répression violente, de manière différente. Leurs revendications et toujours leur désir pour l'ouverture de l'espace public, pour la liberté, si vous voulez. Et c'est en 2017 que on voit pour la première fois une protestation très claire de la part des femmes
contre le porte-voile obligatoire. C'est le mouvement qui a pris le nom de foulard blanc, ou le mouvement des filles de la rue Engelop. Engelop en persan, c'est la Révolution, la rue de la Révolution, et c'est juste à côté de la rue de la Révolution, c'est une des rues principales à Téhéran, où se situe également l'université de Téhéran, la grande université iranienne. Et c'est en décembre 2017, au moment où une partie des populations iraniennes, pas à Téhéran, mais ailleurs dans les provinces, étaient en train de manifester contre la vie chère et pour la crise économique et surtout la corruption d'un certain nombre des proches de pouvoir. À Téhéran, une jeune femme de 31 ans se met sur une armoire électrique dans la rue. Elle est habillée en sous-vêtements noirs et elle met son foulard blanc au bout d'un bâton et elle montre comme ça son foulard et elle reste les cheveux en l'air pendant à peu près 1 heure, 2 heures avant que les forces arrivent à le faire descendre. Alors, c'est vraiment une sorte de manifestation silencieuse contre le porte-voile et elle a été arrêtée. Et contrairement à ce que je vous ai dit par rapport au code pénal, juste 10 jours à 2 mois de prison ferme et 72 coups de fouet, elle a été condamnée à plusieurs années d'emprisonnement et une amende très très importante. Mais son exemple a été repris par d'autres femmes, aussi bien à Téhéran qu'ailleurs, aussi bien jeunes, moins jeunes que plus jeunes qu'elle, sur l'espace public notamment, les jeunes femmes, les femmes prenaient leur voile, brandissaient comme ça et protestaient justement cette loi d'imposition de voile aux femmes. Alors, si vous voulez, c'était le début d'un mouvement qui commence avec le soulèvement Femmes, Vie, Liberté. Et là, je me demande si je raconte cette histoire, peut-être, oui, peut-être. Avant le 16 septembre 2022, quelques mois plus tôt, on voit en fait une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, dans laquelle on voit en fait une jeune femme qui n'a pas de voile, je crois que c'est dans un métro ou dans un bus, est en train de vraiment discuter avec une femme voilée vraiment de tête jusqu'aux pieds. La femme, la jeune femme qui est sans voile, est en train de la filmer, et l'autre aussi, avec son téléphone portable, est en train de la filmer, et elles s'insultent mutuellement. Elle, sans voile, elle dit moi je te dis rien. Tu as le droit, tu as envie de porter le voile, porte ton voile, mais laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de porter le voile et laisse-moi vivre ma vie. Et donc il y a une partie des femmes qui sont dans le wagon, viennent à la défense et ils réussissent. En fait, il y a vraiment, je pense qu'il y a des coups qui s'échangent. Et finalement, à un arrêt, c'est le bus, je crois, à un arrêt, on le fait sortir de la femme voilée. Mais la femme qui avait filmé cette jeune femme non voilée va effectivement porter plainte. Et avec justement cette vidéo,
la force de police arrive à trouver la jeune femme et on l'arrête. C'est une jeune femme, poète, écrivaine, sans histoire, et on l'arrête. Elle s'appelait Sépidé, et pendant à peu près une dizaine de jours, on n'a pas de nouvelles d'elle. Et donc il y a une campagne qui se lance à l'extérieur de l'Iran, parmi les féministes iraniennes qui suivent effectivement cette histoire, en disant où est Sépidé, où est Sépidé. Et donc on voit finalement cette jeune femme 10 jours après à la télé. Un peu, je pense que le menton a été fracturé, un œil un peu vraiment noir comme ça, et qui s'excuse. En fait, on voit effectivement qu'elle a été torturée et qui était contrainte à donner une interview pour justement demander pardon de ce qu'elle avait fait. Je pense qu'en fait, garder ça dans l'esprit, ça se passe quelques mois avant septembre 2022, et que donc, je pense que cette histoire a touché énormément de jeunes femmes. Alors qu'au moment où on déclare en septembre 2022 la mort de Jina Mahsa Amini, je crois que c'est vraiment un moment de frustration énorme que ces jeunes femmes ressentent effectivement que ça n'arrête pas, même si on fait rien, on a simplement envie de porter le vêtement qu'on souhaite sans vraiment imposer à d'autres qui souhaitent porter le voile. Donc c'est pour ça qu'en fait dans les heures qui suivent l'enterrement de Mahsa Jina Amini, encore sur les réseaux sociaux, on voit les jeunes femmes, les jeunes qui sont vraiment en colère et qui commencent à couper leurs cheveux en signe de protestation. Et ils commencent vraiment à couper les cheveux. Et avec le slogan « Enfin, vie, liberté », donc elles sortent de chez elles, elles vont dans les rues pour manifester, et cette fois-ci elles sont tout de suite suivies par les jeunes garçons qui viennent les entourer, et elles allument des feux dans les rues, et elles brûlent leur foulard dans le feu, en dansant autour de feu, et que en fait l'ensemble de la population dans le quartier, ça se passe dans les quartiers, aux endroits différents, et les gens applaudissent, et donc le mouvement commence vraiment à prendre forme. Et la raison pour laquelle, encore une fois, j'insiste pour dire qu'en fait, ce n'est pas uniquement une question de foulard, mais c'est plutôt vraiment d'une liberté individuelle revendiquée. Et peut-être, c'est simplement, ce sont les femmes qui se trouvent devant la scène de ce mouvement, mais c'est pour l'ensemble de la population iranienne. C'est qu'en fait, à partir du moment où le mouvement commence vraiment à prendre forme à Téhéran, la capitale, et donc dans d'autres grandes villes également, en Kurdistan, donc c'est la ville natale de Jina Mahsa Amini, que les Kurdes commencent également à manifester tous les jours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour la première fois, parce qu'en fait, aussi bien sous le régime monarchique que sous le régime théocratique de la République islamique, l'Iran est constitué de plusieurs ethnies, persanophones, kurdophones, turcophones, arabophones.
ces régimes autoritaires ont toujours cherché à les diviser. À chaque fois, en disant qu'en fait, les personnes au fond sont la majorité, ou les chiites sont la majorité, on essayait vraiment de dire qu'en fait, ce sont des minorités, ils doivent vivre sous la loi de la majorité, de se taire. Et à chaque fois, quand il y a vraiment des mouvements en Kurdistan ou ailleurs, on les accusait d'être plutôt indépendantistes. Donc, du coup, l'intégrité du territoire est en train de vraiment être menacée. Donc, du coup, avoir la population persanophone pour soi contre ces ethnies. Alors, donc, du coup, ils ont toujours créé une séparation entre les Persans et les personophones et les autres ethnies. Et ce qui se passe pour la première fois, c'est qu'à partir du moment où Mahsa Jina Amini est kurde et que le mouvement départ de Kurdistan, à Téhéran, on commence à scander ce slogan. Le Kurdistan est les yeux et la prunelle de l'Iran. Et donc, il y a vraiment une unité qui se crée entre les personophones et les Kurdes. Quelques jours plus tard, c'est dans le sud-est de l'Iran, c'est la région de Baloutchistan, ce sont les Balouches, encore majoritairement sunnites, musulmans sunnites, et qui commencent à manifester. Mais puisqu'en fait cette région est vraiment sous-développée et que aussi bien le régime monarchique que le régime théocratique de la République islamique ont gardé vraiment cette région vraiment sous-développée, ils sont vraiment dans des difficultés écologiques, économiques, sociales, vraiment très très importantes. Et donc du coup leur manifestation passe à travers les prières de vendredi. C'est leur imam qui proteste en premier contre ce qui se passe à Téhéran et par le régime, parce qu'en tant que sunnites, ils sont quand même discriminés. Alors, donc, du coup, les manifestations des Baloutches commencent par des hommes et pas par des femmes. Parce qu'en fait, dans cette région, la structure sociale est assez encore tribale et que les femmes ne sont pas encore bien vues dans les rues. Mais tenez-vous bien qu'au bout de quelques semaines de manifestations, et tous les vendredis, quand les hommes, après la prière de vendredi, sortaient de la mosquée pour dire « fin, vie, liberté », que les femmes balouches aussi ont commencé à sortir. Ils n'étaient pas des milliers, mais elles ont osé de sortir et de manifester. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça crée vraiment une unité qui n'existait pas avant. Et encore une fois, ailleurs, on commence alors le capitole de cette région s'appelle Zahedan et donc ça se passe à Zahedan et donc ailleurs on dit Zahedan et les yeux et la prunelle de l'Iran. Donc vraiment il y a une unité qui se crée et ce qui fait peur justement la République islamique, c'est qu'en fait ce mouvement a réussi effectivement à créer une unité, si vous voulez, nationale malgré l'ensemble des projets et programmes que la République islamique essayait d'imposer au cours de ces bientôt 46 années dernières. Alors, le mouvement a été férocement réprimé. Pendant les premiers mois, on comptait plusieurs centaines de morts, surtout parmi les jeunes femmes. Il y a eu énormément d'arrestations, et là, parmi les arrestations, ce sont des jeunes hommes qui ont été arrêtés et pour faire peur les manifestants,
ils ont exécuté, je pense, c'était au début 2023, ils ont exécuté des jeunes hommes sous prétexte vraiment d'avoir brûlé une poubelle dans la rue. Ils ont été condamnés à mort. Alors depuis, il y a peut-être une dizaine de personnes qui ont été exécutées pour faire peur. Mais le mouvement de protestation continue sous d'autres formes. Alors, entre septembre 2022 et février 2023, nous avons vraiment des manifestations de tous les jours, assez importantes, et en plus partout. Et il ne faut pas croire qu'en fait ça touchait juste une couche sociale particulière, ça touchait tout le monde. Et qu'en fait le mouvement a été également soutenu par différentes catégories socio-professionnelles qui manifestaient par ailleurs pour des raisons, pour des revendications économiques. D'abord les instituteurs qui sont très mal payés et ils ont vraiment une pension de retraite vraiment ridicule, qui cherchaient vraiment à améliorer leur situation. Et peut-être la seule catégorie professionnelle qui a réussi malgré tout à préserver, conserver son association, une sorte de syndicat des incites qui a pris quand même qui a réussi à avoir beaucoup de pouvoir pour organiser des manifestations un peu nationales partout. Quand ils appellent à manifester ou à faire la grève, c'est un peu partout ils arrivent à faire, alors qu'ailleurs, pour d'autres catégories, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est vraiment très contrôlé. Après, il y a des manifestations des retraités parce que leur pension est versée assez tardivement, donc du coup ils demandaient également aussi une revalorisation de leur pension, et eux aussi à chaque fois dans leurs manifestations exprimaient leur soutien avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Les ouvriers également, de manière un peu peut-être dispersée par l'ensemble des ouvriers, des grandes usines un peu dans les provinces qui également, pour des revendications économiques et financières, ils manifestent ou ils font la grève, mais en même temps s'associe au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Donc il y a quelque chose qui est vraiment très très profond qui se passe. Et cette fois-ci, ils ont vraiment compris que les Iraniens ont vraiment compris que le mouvement a ébranlé vraiment le régime, et donc continuent encore leur mouvement, et puisque en fait il y a une répression très très forte, en attendant de trouver vraiment un projet politique pour proposer, ils continuent leur mouvement, et c'est encore les femmes et par leur corps qui poursuivent le mouvement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, depuis 2023, notamment à Téhéran, mais aussi dans d'autres grandes villes, Shiraz, Esfahan, Mashhad, les femmes sortent, surtout les jeunes femmes, sortent sans voile du tout dans les rues. Alors, ça, vraiment, c'est vraiment... il faut vraiment avoir beaucoup de courage, parce que quand elles sortent de chez elles, on ne sait pas si elles vont revenir, parce que soit elles sont arrêtées, soit elles sont tabassées à mort. Il y a déjà 2 ou 3 jeunes filles de 16 ans, 17 ans, qui ont été tabassées à mort et qui ont décédé, et parce que simplement elles ne portaient pas le voile islamique. Mais encore une fois,
les femmes continuent leur mouvement. Et ça, c'est, si vous voulez, encore une fois, c'est pour défier le pouvoir, pour dire que j'ai pas peur. J'ai pas peur et je continue. Et ça donne encore le courage à d'autres à continuer. Alors, je disais qu'en fait, le schisme, c'est une religion de deuil. Et donc, une sorte de résister ou de mettre un peu en branle la légitimité du régime, c'est de rire ou de danser. Les gens dansent dans la rue. Et danser dans la rue, comme ça, il y a peut-être des petits groupes de 5-10 personnes, on commence un peu à chanter, et donc 2-3 personnes, femmes, hommes, qui commencent à danser, et ça dérange le régime. Et il y a des forces de police qui arrivent pour les arrêter. Et donc après, il y a des manifestations diverses de ce genre. Par exemple, il y a des jeunes femmes qui jouent un instrument de musique, qui viennent dans les rues sans voile, commencent à jouer ou à chanter, et que les gens restent autour. Et ça dérange également le régime. Et si vous voulez, avec cette sorte de manifestation même qui peut paraître vraiment anodine, je pense qu'en fait les jeunes femmes gardent le feu de cette protestation encore allumée, et que c'est pour ça que le régime a vraiment beaucoup peur de ces jeunes générations, essaie par tous les moyens de les contrôler, mais l'avenir nous dira s'ils arrivera. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, j'aimerais finir peut-être en disant qu'en fait, le mouvement a pris vraiment beaucoup d'ampleur dans les... On parle aussi de ce mouvement aussi bien en Europe qu'ailleurs. Les gens commencent vraiment à connaître ce mouvement, et je pense que peut-être on dit que c'est la première mouvement féministe dans le monde. Et que ce qui me semble très intéressant, c'est qu'en fait, peut-être, puisqu'en fait, les principaux protagonistes de ce mouvement étaient des jeunes, comme je vous disais dès le début de mon intervention, il s'agit vraiment de ce qu'on appelle couramment des générations Z, âgées de 12 à 22 ans, qui étaient vraiment les protagonistes principaux de ce mouvement. Cette génération Z est accrochée à son téléphone portable, mais qui, on dit d'après les études qui ont été réalisées, cette génération Z pense également, n'est pas simplement une utilisatrice des réseaux sociaux, a son opinion, et cette génération est plutôt pour l'unité, pour la paix, pour la liberté, et respecte vraiment la différence. Peut-être c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à ce mouvement Femmes, Vie, Liberté, et que ce mouvement, puisque commencé par les femmes, peut-être c'est une lutte qui conforme au contexte au XXIe siècle. En fait, c'est par ce mouvement de ce genre-là qu'on peut éventuellement arriver à changer le monde et arriver à une égalité entre les sexes, et voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci pour cette intervention, cette conférence. S'il vous plaît.
Merci pour cette conférence passionnante, émouvante aussi. Est-ce que vous avez des questions, hein? Vous êtes très, très nombreuses et nombreux. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient de vous être délivré sur une bonne heure, avec une intervention très dense, beaucoup de choses, des dates, des mouvements sociaux, des paradoxes. Ce que vous mettez en évidence, c'est la complexité aussi de la société iranienne, parce que ce qu'il faut aussi souligner, c'est une discussion qu'on avait tout à l'heure en venant dans le RER, c'est que les femmes sont éduquées. En Iran, les femmes, elles vont à l'école, elles vont au lycée, à l'université. C'est-à-dire l'Iran, c'est pas l'Afghanistan. Oui, c'est ça. Voilà. Donc les femmes sont éduquées et voilà. Donc effectivement, c'est une société complexe, paradoxale. Et en fait, votre intervention finalement souffle quand même l'espoir, hein, parce que finalement, ça continue, hein, oui, malgré le caractère sanglant de la répression. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, bien sûr, la diaspora soutient parfaitement le mouvement. Je ne sais pas si à Paris, il y a eu des manifestations à plusieurs reprises depuis septembre 2022, depuis octobre 2022, et ailleurs, dans d'autres pays européens, mais aussi aux États-Unis, dans différents États, et continuent à les soutenir. C'est également de se constituer en groupe politiques pour représenter des différentes tendances politiques qui pourraient éventuellement correspondent aux revendications ou aux demandes des Iraniens à l'intérieur, pour aller discuter avec les parlementaires, avec les chefs d'État, avec les avocats. Continuent encore leur mouvement sans pour autant pouvoir proposer vraiment un projet politique qui pourrait leur servir. Ce qui est dommage, parce qu'en fait, comme vous dites, la diaspora iranienne, c'est en fait, la diaspora est divisée, comme j'ai dit au départ de mon intervention. C'est entre 1979 et 1983 que le régime théocratique a réussi vraiment à expulser, s'il ne les avait pas arrêtés, emprisonnés, à les faire obliger de s'exiler. Et donc vous avez parmi la diaspora des gens qui sont plutôt pour l'ancien régime, des gens qui sont plutôt pour des mouvements de gauche, pour des mouvements de moudjahidines, si vous voulez. Donc il n'y a pas véritablement un consensus entre eux. Ils sont en train encore de régler leur compte depuis ce qui s'est passé en 1979, et donc il n'y a pas malheureusement d'alternative vivable et pour les Iraniens à l'intérieur. Et il faut attendre qu'eux-mêmes arrivent à trouver peut-être un projet pour continuer leur combat. Du régime? Non, je pense pas. Je crois pas en miracle. Non. C'est vraiment, c'est très radical. Le mouvement Femmes et Liberté est radical. Comme j'ai dit, ce n'est pas la première fois qu'en fait on manifeste, on conteste les décisions du régime théocratique. Avant, par exemple, le mouvement Vert, c'était un mouvement qui cherchait vraiment un compromis. Mais même ce mouvement vert, le guide suprême à cette période, c'est Khamenei, qui n'a pas voulu.
je dois vous... En fait, c'est assez compliqué pour développer. C'est qu'en fait, à partir de 2009, et le mouvement vert, au moment où le guide suprême a décidé effectivement de fermer toutes les portes, de vraiment verrouiller l'espace public. Il a même arrêté les deux candidats malheureux, le rivaux malheureux de Ahmadinejad, qui sont toujours en résidence surveillée, a décidé de mettre en place un projet politique qui a l'ambition de contrôler l'ensemble de la société avec et ce projet comprend plusieurs volets, un volet économique, un volet éducatif, un volet politique qui est en marche. Et c'est le guide suprême qui est en fait à la tête de ce projet. Si vous voulez, je vous réfère à mon livre l'Iran vu de la République islamique vue de l'intérieur. Là, j'ai expliqué ce projet et qui donc le guide suprême continue en fait à suivre ce projet. L'idéal, c'est de créer vraiment une société musulmane, pieuse, fidèle au régime théocratique de la République islamique. Vous savez qu'elle est en prison. Elle est en prison et je ne sais pas, vous savez, ça fait pratiquement 20 ans qu'elle est en prison. Elle va en prison, elle sort, elle va en prison. C'est elle-même qui a, déjà la première fois quand elle a été arrêtée, c'est parce qu'en fait elle a lancé un appel pour abolir la peine de mort de manière progressive. C'était au début des années 2000, je crois. Et elle a été arrêtée parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que le gouvernement, l'État iranien ne veut rien savoir. Vous êtes étudiant en droit, sachez qu'en fait, la peine de mort en Iran est toujours en cours. Et après la Chine, c'est le pays où il y a de plus en plus d'exécutions. Et si on compare proportionnellement par rapport à la population, il est en premier en fait. Donc, elle essaye. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle arrive à faire passer ces messages à travers la prison à l'extérieur. Elle continue le combat, mais peut-être qu'en fait, elle pourra incarner vraiment un guide ou, je ne sais pas, un chef d'opposition. Mais pour l'instant, déjà, elle est malade et elle est en prison. Pour l'instant, ils arrivent à contrôler, avant même l'investiture de Trump il y a une semaine, la vague d'arrestation a été multipliée. Vraiment, ils ont commencé. C'était pas les gens qui se manifestaient dans la rue. Hein. Ils avaient déjà identifié les gens qui pouvaient avoir éventuellement une influence pour relancer le mouvement. Ils sont allés les chercher, les arrêter. Vraiment, les prisons sont vraiment maintenant pleines. Et donc, l'État iranien se sent vraiment menacé. Et cette illégitimité, parce que les citoyens iraniens ne veulent plus de ce régime, le menace énormément. C'est pour ça qu'ils essaient effectivement, pour la première fois, à entrer en négociation avec Trump. Et Trump, peu importe ce qui se passe en Iran, s'ils arrivent à gagner une négociation, il va céder et donc à ce moment-là, le régime va être encore plus fort pour continuer. Et donc le travail des oppositions va être encore plus difficile. Il y a
n'y a plus de questions. Moi, j'aurais une question, mais peut-être que c'est peut-être la question qui... Qu'est-ce qui fait que, finalement, qu'est-ce qui fait que la révolution de 1979, elle a été, en quelque sorte, je ne sais pas, capturée par justement les islamistes, alors que c'était un mouvement hétéroclite composite. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette faction qui a pris le pouvoir et qui s'y est maintenue aussi longtemps? Merci pour cette question. Parce qu'en fait, justement, ça fait je ne sais pas combien d'années, j'essaie effectivement d'expliquer qu'en fait la révolution iranienne, contrairement à ce qu'on dit, n'était pas du tout islamique. Elle devient islamique à partir du moment où on pousse les clergés devant la scène de mouvement. Le mouvement a commencé en fait en novembre 1977 parce qu'en fait, il faut savoir que, comme je dis, le régime monarchique était aussi un régime autoritaire et qu'en fait, l'espace public était vraiment verrouillé. Et donc, au moment où Jimmy Carter a été élu président de la République aux États-Unis, puisqu'en fait, lui, il était plutôt pour le respect des droits de l'homme, a demandé au souverain iranien, on l'appelait le Shah, justement d'ouvrir un peu l'espace public et laisser un peu de liberté. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'association des écrivains iraniens ont organisé 10 nuits de poésie au sein du centre culturel de l'ambassade de l'Allemagne. C'était l'Institut Goethe, avait un grand jardin, c'était très joli, et donc de faire 10 nuits de poésie. Et là, les poètes à cette époque-là n'avaient pas vraiment le droit même de signer leurs poèmes avec leur propre nom, parce qu'ils étaient interdits de publier. Donc du coup, ils ont profité de cette occasion pour aller justement déclamer, réciter leurs poèmes. Il y a eu également des écrivains qui sont venus. La première soirée, il y avait tellement de personnes, c'était surtout des étudiants qui sont allés, qu'ils étaient obligés vraiment d'élargir, de pousser, de mettre des haut-parleurs un peu dans les rues adjacentes pour que les gens arrivent à entendre. Et donc, moi, je date en fait le mouvement révolutionnaire à partir de ces nuits-là, donc des laïcs, des gens qui étaient plutôt des élites culturelles et artistiques qui voulaient plutôt la liberté. Et à partir de ce moment-là, on commence à manifester, surtout dans les universités et puis après dans les rues, contre le régime monarchique. Et la plupart de ces étudiants qui manifestaient étaient discrètement, plutôt parce qu'il ne fallait pas s'afficher à cause justement de la répression du régime monarchique, étaient militants ou sympathisants d'un mouvement politique qui œuvrait en clandestinité, soit plutôt des musulmans plutôt laïcs ou de gauche. Et donc, au départ, la tendance allait plutôt vers la gauche. Et comme je dis, on était en pleine guerre froide, donc du monde Est et Ouest. Les Américains et les Européens avaient peur qu'en fait, à cause justement de ces groupes de gauche,
le pays bascule vers l'Union soviétique. Donc du coup, ils ont un peu aidé ou facilité, si vous voulez, le mouvement, surtout la France, qui a accueilli Khomeini en 79 à Neauphle-le-Château en lui accordant l'exil. Et à partir du moment où Khomeini, qui était un clergé traditionnel, qui s'était montré un peu comme leader de clergé dans les années 60 en se montrant contre le Shah, et que pour son discours un peu vraiment antidémocratique et contre les femmes, il a été expulsé de l'Iran vers la Turquie, et puis après il est allé s'installer en Irak. Mais la faute, pour l'erreur commise par le souverain iranien était de ne pas dire pourquoi il a exilé ce clergé. Et donc, à partir du moment où il est apparu comme une opposition radicale contre le Shah, donc du coup, les Iraniens ont cru qu'effectivement c'était quelqu'un de bien et radical, parce qu'il est tellement radical qu'il a été expulsé de l'Iran. Et donc, on est allé le chercher alors que les Iraniens ne le connaissaient pas. À partir du moment où Khomeini se trouve à Neauphle-le-Château exilé, il devient le guide incontesté de la révolution iranienne, et la révolution iranienne devient islamique. Merci beaucoup.